Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à ce beau livre, le Rabelais, les 4 livres rassemblés par François Bon. Et j'en suis donc à la fin, au quart livre, au 4e de ces livres de Rabelais, celui du voyage de Pantagruel et de ses compagnons qui rencontrent toutes sortes de gens étranges et toutes sortes de mots également dans ce 4e livre, cette 4e partie tout aussi jubilatoire que les précédentes et que je vais un tout petit peu parcourir selon mes envies dans ce petit moment que j'ai envie de consacrer à la fin de cette lecture. Lecture, évidemment, difficile dans le sens où François Rabelais et François Bon nous laissent avec la langue de l'époque, sans la moindre note, avec une orthographe et même une ponctuation, je crois, qui sont celles des éditions originelles. Et donc, c'est une langue qui a quelque chose qui est proche d'une langue étrangère pour nous, qui ne nous parle que avec beaucoup de temps entre deux. Et en même temps, cette distance est peut-être ce qui crée le plaisir, ou ce qui accentue ce plaisir d'entrer dans une langue qui est à la fois autre et nôtre. Le quart-livre, plus précisément, le quart-livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel, composé par M. François Rabelais, docteur en médecine, à Paris, de l'imprimerie Michel Fezanda au Mont Saint-Hilaire, à l'hostel d'Albret, 1552, avec privilège du roi. Ah, très illustre prince et révérendissime, Monseigneur Odet, cardinal de Châtillon. Voilà comment cela commence avec donc une dédicace, puis un prologue de l'auteur, M. François Rabelais, pour le 4e livre des faits et dits héroïques de Pantagruel. Au lecteur bénévole, gens de bien, Dieu vous sauve et garde. Où étiez-vous? Je ne vous peux voir. Eh oui, où sommes-nous? Où sommes-nous? Attendez que je chausse mes lunettes. Ha ha! Bien et beau s'en va carême, je vous vois. Et donc? Vous avez eu bonne vinée? À ce que l'on m'a dit, je n'en serai en pièce Marie. Vous avez remède trouvé infaillible contre toutes altérations? C'est vertueusement opéré. Vous, vos femmes, enfants, parents et familles êtes en santé désirée. Cela va bien, cela est bon, cela me plaît. Dieu, le bon Dieu, en soit éternellement loué. Et, si telle est sa sacre volonté, y soyez longuement maintenu. Quant à de moi, par sa sainte bénignité, j'en suis là et me recommande. Je suis, moyennant un peu de pantagruélisme, vous entendez que c'est certaine gaieté d'esprit qu'on fit en mépris des choses fortuites, sain et décourt, prêt à boire, si vous voulez. Me demandez-vous pourquoi, gens de bien? Réponse irréfragable, tel est le vouloir du très bon, très grand Dieu, auquel je acquiesce, auquel je obtempère, duquel je révère la sacro-sainte parole de bonne nouvelle, c'est l'Évangile, auquel est dit Luc 4, en horrible sarcasme et sanglante dérision au médecin négligent de sa propre santé. Médecin, ô guéris toi-même, Clegal. Je pense que c'est Claude Gallien, j'imagine. Non, pour telle révérence en santé soit maintenir, quoique quelques sentiments il eût de sacre Bible, et eût connu et fréquenté les saints Christians de leur temps, comme à Père, libre de usu partium, liber de plum, là j'entre dans des passages en latin,
que je ne vais pas affronter pour ne pas dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, après, il y a même du grec, enfin, on est dans cette culture humaniste, de gens qui connaissent beaucoup de langues. Rabelais, évidemment, c'est le médecin humaniste, mais le médecin aussi qui considère que la boisson, semble-t-il, est un remède universel. Et donc, on a un assez long prologue de l'auteur. Avant d'entrer dans ce quart-livre, comment Pantagruel monta Sumer pour visiter l'oracle de la dive Babuc, la fameuse divine bouteille. Chapitre 1er, puis comment Pantagruel en l'île de Médamoti acheta plusieurs belles choses. Et puis il y aura donc des rencontres que fait Pantagruel. Comment Pantagruel arriva en l'île Hénassin et des étranges alliances du pays. Zéphyr nous continuait en participation d'un peu du Garbin, et avions un jour passé sans terre découvrir. Au tiers jour, à l'aube des mouches, nous apparut une île triangulaire, bien fort ressemblante quant à la forme et assiette à Sicile. On la nommait l'île des Alliances. Les hommes et femmes ressemblent aux poitevins rouges, excepté que tout homme, femme et petits-enfants ont le nez en figure d'un as de trèfle. Pour cette cause, le nom antique de l'île était Hénassin, et étaient tous parents et alliés ensemble, comme ils se vantaient, et nous dit librement le podestat du lieu. Vous autres gens de l'autre monde tenez pour chose admirable que d'une famille romaine, c'étaient les Fabians, pour un jour, ce fut le 13e du mois de février, par une porte, ce fut la porte Carmentale, jadis située au pied du Capitole, entre le roc Tarpéian et le Tibre, depuis surnommé Scélérate, contre certains ennemis des Romains, c'étaient les veillantes étrusques, sortirent 306 hommes de guerre tous par an, avec 5000 autres soudards, tous leurs vassaux, qui tous furent oxy. Ce fut près le fleuve Crémère, qui sort du lac de Bacane. De cette terre, pour un besoin, sortiront plus de 300 000 tous par an et d'une famille. Leur parenté et alliance étaient de façon bien étrange. Car étant ainsi tous parents et alliés l'un de l'autre, nous trouvâmes que personne d'eux n'était père ni mère, frère ni sœur, oncle ni tante, cousin ni neveu, gendre ni bru, parrain ni marraine de l'autre. Sinon, vraiment un grand vieillard Hénacé, lequel, comme je vis, appela une petite fille âgée de 3 ou 4 ans mon père. La petite fillette le appelait ma fille. La parenté et alliance entre eux était que l'un appelait une femme ma maigre. La femme le appelait mon marsouin. Ceux-là, disait frère Jean, devraient bien sentir leur marée, quand ensemble se sont frottés leurs lards. L'un appelait une gorgiasse bachelette en soubrion. « Bonjour, mon estrille !» Elle le resalua, disant « Bonnette reine, mon fauveau !»« Haï, haï, haï !» s'écria Panurge. « Venez voir une estrille, une faux et un veau. N'est-ce estrille, fauveau ? Ce fauveau à rayes noires doit bien souvent être estrié. » Un autre salua une sienne mignonne, disant « Adieu, mon bureau !» Elle lui répondit « Et vous aussi, mon procès ?» « Par Saint-Aignan, dit Gymnaste, ce procès doit être souvent sur ce bureau. » L'un appelait une autre « mon verre », elle l'appelait son coquin. « Il y a bien là, dit Eustène, du verre coquin. » Un autre salua une sienne alliée, disant « Bondi, ma cognée !» Elle répondit « Et à vous, mon manche !» « Ventre-bœuf !» s'écria Carpalime. « Comment cette cognée est emmanchée ? Comment ce manche est encogné ? Mais serait-ce point la grande manche que demandent les courtisanes romaines, ou un cordelier à la grande manche ? Passant outre, je vis un Averlan qui, saluant son allié, l'appela mon matras. Elle le appelait mon lodier. De fait, il avait quelques traits de lodier lourdeau. L'un appelait une autre mamille. Elle l'appelait ma croûte.
Une autre appelait sa palle, elle l'appelait son fourgon. Une autre appelait ma savate, et elle le nommait pantoufle. Un autre nommait ma bottine, elle l'appelait son estivalet. Une autre nommait sa mitaine, elle nommait mon gant. Une autre nommait sa couenne, elle l'appelait son lard, etc., etc. Les liens de parenté et les mots utilisés pour parler de ces liens sont d'une richesse extraordinaire. Il y aura une enquête ethnographique à la Lévi-Strauss à faire là-dessus, bien avant la lettre au fond, mais surtout il y a tout d'un coup la fête du langage, les mots qui déferlent, les mots que Rabelais souvent invente, qui là aussi parfois nous sont complètement inconnus ou qui nous disent quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et puis, avec toujours une légèreté qui peut évidemment très vite tourner à la grossièreté. M'a cogné mon manche, on voit bien de quoi il est question. Et donc, il y a toujours chez Rabelais ce jeu avec les mots, avec l'imagination, et ces mondes qu'il rencontre, ces îles dans lesquelles il accoste parfois, eh bien, vont lui permettre de donner corps à ce foisonnement d'imagination. Il y a les fameux chicanous, par exemple. Comment par chicanous sont renouvelées les antiques coutumes de fiançailles, par exemple. Ou il y a d'autres personnages, ils vont affronter une tempête avec la lâcheté de Panurge qui est mise en avant. Ils vont survivre à cette tempête, rencontrer d'autres personnages tout à fait extraordinaires, comme le fameux Carême prenant. Carême prenant, dit Xénomanes, quant aux parties internes, a, au moins de mon temps, avait la cervelle en grandeur, couleur, substance et vigueur semblables au couillon gauche d'un ciron mâle. Les ventricules dissèlent comme un tire-fond, l'excrémence vermiforme comme une pille-maille, les membranes comme la coqueluche d'un moine, l'entonnoir comme un oiseau de maçon, la voûte comme un goinfre, le connard comme un vèze, le rais admirable comme un chanfrein, les additaments mammillaires comme un bobelin, les tympanes comme un moulinet, les os pétreux comme un plumail, la nuque comme un falot, les nerfs comme un robinet, la luette comme une sarbatine, etc., etc. Ça se poursuit, ces listes, sur des pages et des pages pour décrire ce personnage totalement impossible à se représenter. Et ça continue son anatomie. Quant aux parties externes, on avait d'abord les parties internes. Donc, une activité de médecin. Rabelais, médecin, nous fait de la médecine sur ce carême prenant, mais une médecine totalement farfelue. Les orteils avaient comme une espinette organisée, les ongles comme une vrille, les pieds comme une guinterne, les talons comme une massue, la plante comme un crésiou, les jambes comme un leurre, les genouilles comme un escabeau, les cuisses comme un crenequin, les hanches comme un vilebrequin. Il y a des mots qu'on connaît, d'autres plus du tout, dont on ne sait pas, dont je ne sais pas, en tout cas, s'ils sont restés dans la langue, s'ils ont eu une certaine postérité, s'ils sont inventés par Rabelais. C'est le cas de beaucoup de mots, mais là encore, il faudrait faire des études extrêmement poussées, et je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça, enfin en tout cas, si nécessaire que ça pour apprécier cette langue-là, et ce carême prenant,
en continuation des contenances de carême prenant. Cas admirable en nature, dit Xénomanès, continuant, et voir et entendre l'état de carême prenant. S'il crachait, c'était pannerie de chardonnette. S'il mouchait, c'était anguillette salée. S'il pleurait, c'était canard à la dodine. S'il tremblait, c'était grand pâté de lièvre. S'il suait, c'était moulu au beurre frais. S'il rotait, c'était huile en escale, s'il, etc. On va décrire tous les actes physiques du personnage, et puis le lecteur est émerveillé par ceci. Et on continue à suivre ce voyage, une sorte de voyage imaginaire dont on connaîtra d'autres avatars plus tard, les voyages de Gulliver, etc. Et là, on a ce type de texte-là qui nous fait rêver un autre monde avec tout ce qu'il a chez Rabelais de comique, de moqueur aussi. Les admirateurs du pape, par exemple, ou les andouilles dont il parle, contre qui il va se battre, et puis cette scène aussi des mots gelés qui se dégèlent sur le navire. Bref, un voyage absolument fascinant que le quart livre, un voyage dans le langage, un voyage dans le rire, un voyage dans le temps évidemment aussi, que Rabelais qu'on prend toujours plaisir, en tout cas que je prends toujours plaisir à lire et relire dans ce quart livre, le 4e, donc des 4 livres de François Rabelais.